Sur la mer Baltique, au fond du golfe de Finlande, Saint-Pétersbourg s'étend sur les rives de la Neva. Anciennement Léningrad du temps de l'URSS, Saint-Pétersbourg est devenu en 3 siècles le plus grand centre de culture russe d'envergure mondiale. Les premiers bâtiments de Saint-Pétersbourg répondaient à des besoins de défense. Sur la rive opposée de la Neva, la forteresse Pierre et Paul, ancienne place forte de la ville, est dominée par la flèche audacieuse de la cathédrale qui sert de somptueuse sépulture au tsar de la famille Romanov, dont Pierre Ier le Grand, fondateur de Saint-Pétersbourg en 1705, tsar de toutes les Russies. Non loin de là est amarré le croiseur Aurore qui donna le signal de la Révolution en octobre 1917, marquant l'aube d'une ère nouvelle pour le pays. Surnommée aussi la Venise boréale à cause de ses célèbres nuits blanches durant le solstice d'été, Saint-Pétersbourg est un musée à ciel ouvert. La ville est sillonnée de canaux le long desquels défilent divers monuments, des palais, des musées, des églises, de somptueuses résidences, des parcs et des ponts. L'église Notre-Seigneur sur le sang versé est un monument impressionnant, de style néo-russe, typiquement moscovite, qui paraît pour le moins insolite dans le décor baroque et classique de Saint-Pétersbourg. Cette floraison exubérante de bulbes multicolores, jaillissant de murs polychromes recouverts de mosaïques dorées, évoque presque l'Orient. Véritable ville-musée, Saint-Pétersbourg se veut aussi une ville dynamique et moderne, largement ouverte aux influences occidentales,
et ce dès sa fondation avec la venue d'architectes italiens et français, marquant ainsi l'ouverture de la Russie sur l'Europe des Lumières. Longue de plus de 4 km, la perspective Nevski est la rue principale de la ville. S'y alignent musées, théâtres, salles de concert, cinéma, bibliothèques, galeries d'art et quantité d'hôtels et de luxueux magasins. Elle débouche sur la vaste place du Palais avec la colonne Alexandre et sur le Palais d'hiver de style baroque, ancienne résidence des tsars qui abrite maintenant l'un des plus riches musées du monde, l'Ermitage. Le musée de l'Ermitage est un ensemble de palais richement ornés des sols au plafond qui survolent 2000 ans d'histoire de l'art à travers 2 700 000 œuvres. Un ensemble gigantesque qu'il faut apprécier au rythme de chacun.
À une trentaine de kilomètres de Saint-Pétersbourg, Pierre le Grand fit d'un modeste domaine rural situé au bord de la Baltique une somptueuse résidence d'été qui devait refléter la puissance de l'Empire russe. Richement pourvue de salles d'apparat, de terrasses, de jardins et de fontaines, la résidence impériale de Peterhof fut largement inspirée par Versailles. Mais après 3 jours de découverte des splendeurs de la ville, l'heure était venue de quitter Saint-Pétersbourg, qui est aussi un des ports les plus grands de la Russie. C'est à travers lui que la mer Baltique se trouve reliée avec la mer Noire et la mer Caspienne. C'est sur une partie de cette liaison fluviale que nous allons naviguer jusqu'à Moscou durant 6 jours. Le Fedor Dostoïevski, notre bateau, appareille et quitte Saint-Pétersbourg en traversant les faubourgs de cette ville de 5 millions d'habitants avant d'aborder les grands espaces de la Russie intérieure. Relier Saint-Pétersbourg à Moscou par voie fluviale n'a pas été une mince affaire pour ceux qui ont œuvré à cette réalisation grandiose. Nous naviguerons sur des fleuves, des lacs et des canaux qui ont demandé des travaux gigantesques. Nous avons quitté Saint-Pétersbourg sur la Neva, avons traversé le lac Ladoga et sommes à présent sur le fleuve Svir qui conduit au lac Onega que nous allons remonter jusqu'à l'île de Kitchi. Nous emprunterons ensuite le canal de la Volga à la Baltique pour rejoindre ce grand fleuve via le lac Blanc. Nous remonterons la Volga vers l'est jusqu'à Yaroslav et nous la quitterons pour suivre le canal de Moscou jusqu'à la capitale de la Russie. En cours de route, nous ferons successivement escale à Svirtroï, Kitchi, Kiryov-Goritsi, Yaroslav et Ouglich. Bon voyage!
Une attraction récurrente de la croisière est le passage des écluses. Il y en aura une bonne vingtaine sur l'ensemble du parcours, principalement sur les 2 canaux empruntés. L'ensemble des travaux finalisés par le pouvoir soviétique dans les années 1960 permit cette navigation inter-mer en utilisant largement la main-d'œuvre du goulag. Ох уж ты, зимушка, да зима, да ты холодная была. Grande réserve naturelle où vivent ours, lynx et élans, les rives du fleuve Svir forment un véritable enchantement. Le petit village bucolique de Svirtroï, où nous faisons une première escale, est un endroit paisible, au bord de l'eau, aux maisons toutes de bois, de couleurs variées et où la vie semble s'être arrêtée. Ох, день курила, ночи дымила, да все дорожки замела. Ох, дали, да все дорожки
Tout au nord du lac Onega est égarée la petite île de Kidji, qui possède un ensemble architectural unique en Russie. Un ensemble d'édifices tout en bois, ayant par miracle échappé aux destructions bolcheviques et soviétiques. L'église de la Transfiguration est une impressionnante bâtisse ornée de 22 coupoles, recouverts d'esseaux de bois taillés en triangles dentelés et, d'après la légende, aurait été érigée sans un clou. L'église renferme 102 icônes de style nordique du XVIIe siècle. Quelques demeures civiles offrent encore de beaux exemples d'architecture traditionnelle paysanne d'origine, comme des habitations, la forge, une grange et le moulin à vent, bâtiments répertoriés au patrimoine de l'UNESCO. La petite chapelle de l'archange Michaïl est surmontée d'un petit clocher belvédère dans lequel s'exerce un carillonneur enthousiaste. Plus au sud, tandis que la navigation se fait en pilotage automatique sur le vaste lac Blanc, s'effectue la visite de la passerelle du Fedor Dostoïevski.
Sur le cours du fleuve Snexna, entre le lac Blanc et le réservoir de Rybinsk, escale à Goritsi Kirillov pour la visite du monastère. Il s'agit en fait d'un ensemble de monastères, églises et bâtiments religieux érigés sur les rives du lac Siverkoï dès 1397. Les plus grands artistes russes de l'époque ont contribué à leur décoration. Nous atteignons la Volga, large fleuve qui arrose la grande ville de Yaroslav, perle de l'Anneau d'Or. C'est un centre commercial très important, au confluent des axes fluviaux de l'Est, du Nord et du Sud. Avec ses 640 000 habitants, la ville possède de nombreux édifices historiques, culturels et surtout religieux. En plein centre-ville, l'église Saint-Élie correspond à l'âge d'or de Yaroslav et en est aujourd'hui le fleuron architectural du XVIIe siècle avec ses 5 colonnes byzantines. L'église fit office de musée durant la période soviétique, ce qui explique la bonne conservation des remarquables fresques intérieures en leur donnant une authenticité évidente. De magnifiques iconostases recouvrent aussi des murs entiers de l'église, dans laquelle résonnent des chœurs d'hommes liturgiques.
La cathédrale de la Transfiguration du Sauveur remonte au XIVe siècle et abrite également de nombreuses œuvres religieuses sauvegardées. Navigation toujours plein sud sur la Volga. Dernière escale de la croisière, Ouglitch, un autre joyau de l'Anneau d'Or. Les passagers sont accueillis avec du pain et du sel, comme le veut la tradition, et en musique. Toutes les curiosités touristiques d'Ouglitch sont concentrées sur les rives de la Volga, dans un joli site verdoyant appelé Kremlin. L'histoire d'Ouglitch est étroitement liée à celle d'Ivan le Terrible et de son fils Dimitri. Le palais de Dimitri est un charmant édifice en briques rouges, précédé d'un élégant escalier couvert. L'église Saint-Dimitri sur le sang versé est dédiée au tsarevitch, fils d'Ivan le Terrible, assassiné ici même en 1591 et canonisé 12 ans plus tard. Dans la ville haute, au-delà de la place de la Commune, la cathédrale de la Transfiguration du Sauveur, datant du XVIIIe siècle, hérisse ses bulbes bleus. Поцелуй, кума, душечко. Эй!
Après Ouglitch et une navigation toujours plein sud sur la Volga, notre bateau passe la dernière écluse du voyage pour pénétrer sur le paisible canal de Moscou, dont la construction d'aménagements pharaoniques a coûté des centaines de vies humaines. Auparavant, le Fédor Dostoïevski croisera le clocher de l'église submergée de Kaliazine, englouti lors de la création d'un réservoir d'eau naturel. Dans l'après-midi du 6e jour, le bateau pénètre dans le grand port de Moscou, dont la gare fluviale s'étire à perte de vue sur les rives de la Moskva. Et nous voici lâchés dans Moscou, ville que rien ne prédisposait à assumer la glorieuse destinée de devenir la capitale de la Russie, alors que Kiev brillait de toute la renommée de ses princes. La situation géographique de Moscou était favorable, au cœur de la Russie, avec des fleuves importants qui affirmeront la vocation commerciale de la ville, en même temps que son rôle de communication et d'échange. Moscou est maintenant une ville de 10 millions d'habitants, libérée de son légendaire carcan socialiste, moderne et dynamique, animée par une jeunesse stimulante et créatrice, où le progrès intègre un passé à la fois somptueux et sombre. Легендарный Севастополь, неприступный до
les incontournables bâtiments de l'ex-KGB. La place Rouge et la cathédrale Saint-Basile le Bienheureux. Очи черные, очи жгучие, очи страстные и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас я в недобрый час. Как люблю я вас, как боюсь. Une promenade dans Moscou, à la nuit tombante, sous une pluie fine et glacée, nous permettra de repérer les principaux sites de cette grande ville, avec ses 5 différents quartiers. Я в недобрый час. Скатерть белая залита вином, все цыгане спят непробудным сном, лишь один не спит, пьет шампанское, про любовь грустит, про цыганскую. Не любил бы вас, не страдал бы так, я бы прожил жизнь припеваючи. Вы сгубили меня, очи черные, унесли навек мое счастье. Вы сгубили меня, очи черные, унесли навек мое счастье. Очи черные, очи жгучие, очи страстные и прекрасные. Le point central est toujours axé autour du Kremlin, de la place Rouge bordée par les façades lumineuses du centre commercial, le GOUM, de la cathédrale Saint-Basile que nous avons vu tout à l'heure illuminée, et du monastère de la Trinité Saint-Serge. Как боюсь я вас, знать увидел вас я в недобрый час. Au programme ce matin, le repère traditionnel mais indispensable de Moscou, le Kremlin, ancienne forteresse autour de laquelle s'est développée la ville. Considéré longtemps comme la cité interdite de la Russie tsariste, le Kremlin concentrait à l'origine le pouvoir politique et religieux. Du temps de l'URSS, les murailles du Kremlin furent longtemps considérées comme l'enceinte d'une terreur sacrée qui ne se dissipa qu'en 1991 lorsque le drapeau tricolore russe flotta sur ce lieu désoviétisé. Le Kremlin continue néanmoins à impressionner et à marquer l'inconscient collectif russe et étranger, mais la fascination qu'il exerce a perdu de sa puissance symbolique au profit d'une dimension désacralisée. Une fois dans l'enceinte mythique, on découvrira une profusion de cathédrales, d'églises et de palais
qu'il était difficile à imaginer une succession de dômes, de coupoles dorées ou multicolores. La cathédrale des 12 apôtres, avec à ses pieds le prince des canaux, 40 tonnes, 5 mètres de long, une gueule de 890 mm de diamètre, fondue en 1586. Au pied du clocher d'Ivan le Grand, la cloche reine est la plus grosse cloche du monde. Fondue en 1734, elle pèse 202 tonnes, sa hauteur est de 6,14 mètres. La place des cathédrales est un ensemble unique et magnifique de palais et d'églises à coupoles. La cathédrale de l'Assomption est la plus importante et renferme le trône d'Ivan le Terrible. La cathédrale de l'Archange Saint-Michel est surmontée de 5 coupoles dorées et abrite les sépultures des princes et tsars de Moscou avant Pierre le Grand. La cathédrale de l'Annonciation, l'église de la déposition de la robe, le palais des armures et le palais à facettes complètent ce magnifique ensemble architectural. Certains jours, la place des cathédrales est le cadre de grandes parades militaires. Kremlin, sur les rives de la Moskova, se dresse la cathédrale Notre-Dame de Kazan qui avait été détruite sous le régime stalinien et qui a été reconstruite en 1993 d'après des photos et des plans qui avaient été pris à l'époque dans l'espoir d'une possible reconstruction. Retour sur la célèbre place rouge, avec en toile de fond la magnifique cathédrale Saint-Basile le Bienheureux, l'un des monuments les plus remarquables de l'art russe, érigé au XVIe siècle. La place rouge, aujourd'hui, est interdite à cause de la prestation exceptionnelle des Rolling Stones, interdisant l'accès au mausolée de Lénine. Au fond, le musée historique d'État termine cette célèbre perspective. Слышится
est de la place est délimitée par les façades du Goum, cette impressionnante galerie commerciale qui, sur 3 niveaux, aligne une quantité de boutiques de luxe dans une ambiance festive. Все, что на сердце у меня, высказать, все, что на сердце у меня. Une ville pleine de vie donc, avec une confrontation permanente de nouvelles opulences et d'une précarité très discrète. Les nostalgiques du régime soviétique existent aussi et se consolent en regardant les 4 ou 5 énormes bâtiments staliniens, comme celui-ci, qui sont conservés pour la postérité. Les rives de la Moskva sont aussi d'agréables lieux de flânerie, à l'ombre des bois et à l'abri des rumeurs de la grande ville. Le parc Gorki fait partie de ces endroits de calme très recherchés par les moscovites. Dernière curiosité à découvrir avant de terminer ce voyage, le métro de Moscou, surnommé le palais souterrain. Percé dans les années 30, il a vocation de musée autant que de transport en commun. Il est réellement fascinant de découvrir du condensé d'art prolétarien, du pur style rococo, des vitraux mystiques et des lustres éblouissants selon les stations empruntées. Staline voulait faire descendre l'art dans la rue, les sommets du kitsch y sont parfois atteints. Et voilà, le Fédor Dostoïevski repart vers Saint-Pétersbourg avec d'autres passagers. Et nous quittons cette infime partie de la Russie que nous avons survolée sur des fleuves et des canaux au fil de l'eau. Малинка моя,